Salut, c'est moi Sanjay. Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon de commencer à conduire une moto ou un scooter en ayant un permis de conduire catégorie B. De quoi est composé une moto, de quoi est composé un scooter et comment faire pour que ce soit agréable et plaisant. D'abord, vous devez vous poser la question de ce que vous voulez faire dans la vie, puis commencer à le faire. Si jamais, au grand jamais, vous n'avez conduit un véhicule à 2 roues avec un moteur, à mon avis, il vaut mieux commencer par un scooter. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Mais bien sûr, les motos 125 de nos jours sont vraiment très faciles à conduire, alors ne soyez pas découragés. Je vais tout de suite vous expliquer comment apprivoiser pas à pas une telle bête. Écoutez, ça risque d'être vraiment une vidéo longue. Nous allons la diviser en sections. Donc, si quelque chose ne vous intéresse pas, il vous suffit d'avancer un peu pour arriver à la partie qui vous intéresse, par exemple la partie plus pratique. Commençons par le scooter, car c'est tout simplement plus facile ici. Si tu n'as jamais conduit, c'est même une bonne idée si tu n'as jamais conduit, que tu sois un homme ou une femme. C'est une bonne idée de commencer, par exemple, par un scooter, d'acheter une machine pas trop chère, de rouler pendant une saison, de sentir comment ça fonctionne, parce que pour ce qui est de la conduite dans les virages, de l'accélération, du freinage, de la physique de la conduite, ce sera la même chose qu'une moto. La seule et unique différence majeure que l'on peut noter, c'est qu'ici, vous disposez d'une boîte de vitesse automatique. Il s'agit plus précisément d'une boîte automatique à variation continue. Et vous avez également 2 leviers de frein situés directement au guidon. Donc, vos pieds ne sont occupés à rien. Vous avez moins de choses à penser, vous vous concentrez davantage sur le chemin que vous prenez, la façon dont vous roulez et à quel point c'est agréable. Sur une moto, c'est plus compliqué. Quoi qu'il en soit, que ce soit un scooter ou une moto, si par exemple, vous n'avez jamais conduit, même étant enfant sur un cyclomoteur ou autre, il vaut la peine d'aller dans une école de conduite. Nous sommes ici sur l'autodrome à Jastron, où sont organisées des formations à la conduite de moto. Donc, même si vous avez déjà acheté un tel véhicule et que vous savez le conduire, il vaut la peine de trouver un endroit comme celui-ci, de payer un supplément pour une formation et d'apprendre dans ces conditions comment cela se fait réellement. Si vous n'avez jamais eu affaire à tourner la poignée, à appuyer sur les leviers, mais que vous voulez rouler, alors vraiment, il faut aller dans une auto-école où il y aura un instructeur formé pour vous apprendre étape par étape comment faire. Si vous êtes des personnes qui font beaucoup de vélo ou qui ont déjà conduit une moto ou qui sont tout simplement douées pour coordonner différents membres, je vais tout de suite vous expliquer comment maîtriser à la fois un scooter et une moto. Et je pense qu'en procédant étape par étape, vous y arriverez sans problème. Je vais vous parler de quelques avantages des scooters et de quelques avantages des motos. Les scooters ont cet avantage d'être très abordables. Par exemple, voici le Kymco Agility qui a déjà gagné chez nous. Le grand test des 125. Cela coûte aux alentours de 10 000 zlotys, tout neuf en plus. Comme je l'ai mentionné, il est plus facile à conduire et dispose d'un espace de rangement. En général, ici, en dessous, il y a de la place pour un casque, pour les courses et ainsi de suite. Le simple fait d'avoir un scooter est déjà un énorme avantage, alors que pour les motos, vous savez, il y a tout un univers autour. Regardez autour de vous, voyez à quel point une 125 peut être géniale. Voici la Benelli BKX 125, une moto qui a la puissance maximale autorisée, c'est-à-dire 15 chevaux, pour pouvoir rouler avec un permis de conduire catégorie B. Et si vous l'observez de près, vous pouvez littéralement tout faire avec elle. C'est une grosse machine avec un grand débattement de suspension, des pneus universels, ce qui veut dire que vous pouvez rouler en ville, partir en voyage et si vous le souhaitez, vous aventurer sur des chemins de gravier. Bref, tout l'environnement est complètement différent de celui d'un scooter. Maintenant, je vais vous expliquer de quoi sont composés ces véhicules afin que vous sachiez quoi rechercher lorsque vous achetez un véhicule neuf ou d'occasion. Eh bien, les roues, la taille de la roue, c'est important. Plus la roue est grande, mieux elle passe sur les trous. Plus la roue est petite, plus le véhicule est maniable. Le mieux, c'est de chercher quelque chose d'intermédiaire. Par exemple, ce scooter, pour un scooter, a une roue assez grande de 16 pouces, ce qui le rend vraiment adapté à la conduite tout-terrain. C'est pareil pour cette moto, mais souvenez-vous, plus la roue est grande, plus le virage est paresseux. Plus la roue est petite, plus le véhicule est agile, mais un peu moins bon sur les irrégularités, pour simplifier. Les freins. Si, tout le monde ne le sait pas, le frein à disque, c'est déjà la norme. De nos jours, mais par exemple, ceci vous le révèle. Si vous ne savez pas ce que c'est un capteur ABS. Donc, si vous voyez une telle couronne, il est probable que le véhicule ait l'ABS.
L'ABS, c'est ce système, comme dans une voiture, où vous appuyez sur le frein de toutes vos forces, peu importe s'il fait mouillé ou sale. Le système empêche la roue de se bloquer. Et une roue bloquée sur une moto, ce n'est pas la même chose qu'une roue bloquée sur une voiture. La voiture fait comme ça, chi, alors que la moto commencera à glisser de l'avant. Et cela peut mener à une situation dangereuse. Donc, de nos jours, toutes les 125 neuves sont équipées soit du CBS, soit de l'ABS. Le CBS est un système où lorsque tu freines avec le frein avant, l'arrière freine aussi, mais il n'y a pas ce système qui empêche le blocage des roues. Et l'ABS, c'est le système qui empêche le blocage de la roue avant ou arrière. Il faut vérifier si l'ABS est à l'avant et à l'arrière, ou seulement à l'avant, ou s'il s'agit simplement du système CBS, CBS combiné. Système de freinage. Poignée des gaz, c'est la même sur chaque véhicule, que ce soit sur une moto ou un scooter. Tu tournes et tu accélères. Mais la poignée des gaz peut avoir différentes fonctions, car elle peut soit actionner le carburateur, soit l'injection de carburant. De nos jours, la plupart, en fait, pratiquement tous les nouveaux véhicules sont équipés de l'injection de carburant. Et pour les débutants, c'est clairement une meilleure solution. Si tu es une personne inexpérimentée et que tu achètes un véhicule d'occasion avec un carburateur, sache qu'à un moment donné, il se peut que le carburateur se bouche, qu'il ait besoin d'être réglé, et tu devras simplement chercher un mécanicien pour le faire à ta place. En plus de cela, les carburants modernes, comme le E10, ne sont pas très bons pour les carburateurs car ils produisent une sorte de dépôt qui finit par les obstruer. Combien de temps peut-on rouler sur ces motos? Si on roule tout le temps, il n'y a pas de problème, mais si la moto reste immobile plus longtemps, il peut soudainement devenir difficile de la démarrer. Donc, pour les débutants, je recommande tout simplement des machines à injection. Pour ceux qui aiment bricoler et cherchent quelque chose de plus excitant, eh bien, le carburateur est aussi une bonne option. Les petits boutons électriques, l'agencement est à peu près le même sur toutes les motos et scooters. À droite, il y a toujours l'allumage et le démarreur. Ici, on voit qu'il y a aussi les feux de détresse. Les feux de détresse sont placés à différents endroits. À gauche, on a toujours l'interrupteur des clignotants. Dans 90% des cas, il ressemble exactement à celui-ci. Ici, nous avons le klaxon, les feux, les pleins phares, les feux de croisement. Appel de phare. Peut-être que le moniteur d'auto-école dirait que je me trompe, que ça s'appelle autrement. Mais faites encore attention à une chose. C'est une 125 bien équipée et elle offre différentes possibilités de réglage. Et maintenant, il faut respirer profondément pour ne pas commencer à tourner ses vis tout de suite. Si vous regardez de plus près, ici, la suspension avant a des petites vis marquées I, R et C. R, c'est le rebond, c'est-à-dire la vitesse à laquelle la fourche remonte, et la compression, c'est la vitesse à laquelle elle s'enfonce, en fait, à quelle vitesse elle absorbe les irrégularités. Si vous êtes débutant, laissez les réglages tels qu'ils sont d'origine. Cherchez dans le manuel d'utilisation comment cela doit être réglé ou demandez en concession. Et ensuite, vous pouvez vous amuser un peu, un clic à droite, un clic à gauche. Le plus important, c'est de ne jamais fermer complètement ces valves ni de les ouvrir au maximum, car alors, la moto pourrait commencer à fonctionner de manière indésirable. Donc, c'est sympa qu'il y ait ce réglage pour les plus ambitieux. Sur la plupart des 125, ce réglage n'existe pas et il n'est pas indispensable. Évidemment, si vous pesez, par exemple, beaucoup plus, un tel réglage peut être utile, mais ici, il vaut la peine de lire un peu sur le sujet. Sur les forums moto du monde entier, vous trouverez sûrement beaucoup d'informations. Avant de commencer, vous savez, à bricoler vous-même à l'aveuglette. Ensuite, sur la moto, il faut qu'on soit à l'aise. Et ici, par exemple, sur cette moto, nous avons un réglage de la distance des leviers, d'embrayage et de frein. Vous voyez, c'est une petite molette et il est facile de s'amuser avec, de voir à quelle distance le levier sera simplement éloigné. Cela ne change pas la façon dont cela fonctionne. De l'embrayage, cela fait simplement que le levier est plus proche ou plus éloigné. C'est simplement un réglage pour les personnes qui ont soit des doigts plus longs, soit un peu plus courts. Ici aussi, il y a une chose assez importante, c'est le réglage de l'embrayage. Vous pouvez également le remarquer sur les motos du monde entier. Comment régler l'embrayage? L'embrayage doit avoir un peu de jeu, mais ce jeu ne doit pas être trop important. C'est un point auquel il vaut la peine de prêter attention et de savoir à quoi cela sert. Avant de rouler avec n'importe quel scooter ou moto, il est également important de prêter attention au frein avant, qui est le frein le plus important. C'est vraiment le cas sur ces véhicules. La poignée ne doit pas aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle doit vous offrir une résistance finale. Si le levier va jusqu'au bout et touche le bloc de commutateur ou le frein, cela signifie qu'il y a un problème. Le frein est probablement rempli d'air.
il est très important que le frein offre une forte résistance afin de pouvoir utiliser toute la puissance de freinage lorsque cela était nécessaire. Maintenant, un point clé que même les motards expérimentés oublient, la pression des pneus. Vous ne vous rendez peut-être pas compte que votre véhicule pourrait rouler mieux. Vous achetez une moto d'occasion ou vous utilisez votre véhicule depuis longtemps et il s'avère qu'il roule d'une certaine manière, vous vous en accommodez, mais il se peut que la pression des pneus soit trop basse. Il y a toujours, sur une moto ou un scooter, quelque part, une étiquette indiquant la pression recommandée par le fabricant. Et il faut surveiller cette pression pour qu'elle soit adéquate. Car à ce moment-là, le véhicule se comportera mieux. Il aura plus d'adhérence et ce sera tout simplement plus sûr. Il est important de se rappeler que la pression des pneus est bien plus importante sur les motos que sur les voitures. Dans les voitures, une autre chose que vous devez savoir, c'est qu'ici, il y a une chaîne. Vous savez, c'est une chaîne. Elle fonctionne ainsi. Une couronne tourne grâce au moteur et elle entraîne cette autre couronne. Et cette chaîne doit être lubrifiée, en bon état et avoir la bonne tension de la chaîne. Ici qu'il y a même un autocollant qui indique combien de jeux il doit y avoir, car elle ne doit pas être tendue au maximum. Elle doit avoir le bon jeu, comme on le voit, et il vaut la peine d'y prêter attention, car si la chaîne n'est pas tendue, vraiment, tendre la chaîne, encore une fois, dans le monde de la moto, vous trouverez plein de tutoriels. C'est très simple. Vous desserrez une vis, vous tournez ici pour régler, vous tirez la roue, et c'est prêt. C'est même agréable de bien régler sa chaîne, de la lubrifier, de prendre soin de sa moto. Et voilà, c'est tout pour ce qui est des bases. Le plus important, c'est de prendre soin de sa moto, d'y prêter attention. N'oubliez pas, une moto, ce n'est pas une voiture. Elle ne tiendra pas debout toute seule. Elle fait comme ça, bam, et elle tombe. Elle a besoin de votre attention et vous avez besoin de son aide pour rouler agréablement. Il faut traiter la moto comme un pote, prendre soin d'elle, penser à elle, et alors ce sera une super relation. Et si on en prend soin, il faut le faire de la meilleure façon. Et maintenant, une pause pub. Le partenaire, c'est Motul. Donc, si vous devez changer l'huile de votre véhicule, le mieux, c'est de choisir Motul. Sérieusement, j'ai roulé pratiquement toute ma vie avec Motul. En plus, vous avez des produits pour le laver, des produits pour lubrifier les chaînes, un énorme choix des meilleurs produits chimiques pour moto. Et n'oubliez pas, Motul a pris soin de vous en vous apprenant à conduire une moto, alors prenez soin de votre moto avec Motul. Brillant. Fin de la publicité. Nous allons commencer par le scooter. Si c'est la moto qui vous intéresse, passez à la suite. Mais pour l'instant, ce sera facile et agréable un instant, puis ce sera un peu plus difficile et peut-être encore plus agréable. Le plus important, c'est de s'habiller avant de rouler. En Pologne, seul le casque est obligatoire pour rouler, mais je vous recommande d'avoir tout cela. Une tenue complète. Comme vous pouvez le voir, les vêtements peuvent vraiment avoir du style. Il existe des jeans moto, des chaussures de toutes sortes. Encore une fois, allez sur Chouette Motocyclerie PL, tapez dans le moteur de recherche, comme d'habitude, comment s'habiller pour la moto et vous y trouverez des articles. Toute la connaissance, en réalité, écoutez, basez-vous sur des portails fiables. Pas seulement dans le monde de la moto, mais sur les portails en général. C'est là que vous devez chercher les informations concernant la conduite de moto, de scooter, car là-bas, ce sont des professionnels qui travaillent et non des personnes qui essaient simplement de vous vendre quelque chose. Donc, vous êtes habillé, le casque, il peut être ouvert car les gens voient que vous souriez parce que vous roulez à moto ou en scooter. Vous marchez vers votre scooter et maintenant, attention, hop, la béquille s'est repliée toute seule ici. Les véhicules ont différents systèmes pour cela. La plupart du temps, la béquille reste sortie, mais il y en a comme celui-ci, où la béquille se replie automatiquement. Et il faut s'en souvenir pour ne pas se dire « mais j'ai la béquille » et faire un « oups » et voilà. Donc, si la béquille se replie automatiquement, vous la repliez avec le talon sur la moto, je vais vous le montrer encore une fois. Et vous êtes assis sur le scooter, tout va bien. Vous tournez la clé et ce qui est important, le clignotant était éteint. C'est comme ça qu'on éteint le clignotant au cas où. Pour démarrer le scooter, il faut toujours appuyer sur le frein. Hop, ça démarre élégamment à l'injection. C'est un geste obligatoire parce que sinon le scooter ne voudra pas démarrer. Et c'est cool parce que c'est même une question de sécurité. Vous démarrez et tout est bon. Comme le dit Papa Bluet, calme et détermination. Il faut rester calme, mais décider sur ce que vous voulez faire. Pourquoi calme? Comme vous le voyez, votre main contrôle l'accélération du scooter. Si vous êtes tendu et que vous démarrez, si vous vous crispez et que vous avez peur, il se peut que vos muscles se contractent. Et après avoir tourné la poignée des gaz, comme vous le voyez, le véhicule démarre, vous partez en arrière et ce sera
Ah, c'est ce qu'on ne veut pas. Et ça, je l'ai vu plus d'une fois. Si vous n'avez jamais conduit un tel véhicule, allez dans une auto-école. Les instructeurs s'asseyent souvent derrière vous et s'il se passe quelque chose, ils interviennent ici. Donc, si vous restez calme, que vous gardez les mains détendues et non crispées, à ce moment-là, vous accélérez un peu, un pied déjà sur le marchepied, vous accélérez et vous partez. C'est aussi simple que ça. La règle est simple, plus vous accélérez, plus ça s'ouvre. Plus vous accélérez, plus l'accélération sera rapide. Scooter, au début de ce gaz, il faut vraiment y aller un peu fort, bien plus important que l'accélération. Freinage. Et comme je l'ai dit, nous avons deux freins sur le scooter. À gauche se trouve le frein arrière, à droite le frein avant. Le contraire des vélos. Sur toutes les motos et scooters, le frein avant est toujours à droite et c'est le plus important. À mon avis, sur un vélo, souvent, on peut considérer que le frein arrière est le plus important. Donc, je dis toujours que le frein le plus important est à droite. Cela ne change rien au fait que le mieux en scooter, c'est tout simplement de freiner avec les deux freins. Il faut prendre cette habitude, freiner doucement avec les deux freins. Une fois que vous aurez pris le coup, vous pourrez essayer de freiner un peu plus avec le frein avant et le scooter plongera un peu plus. Ou avec le frein arrière, car dans ce cas, par exemple, il est plus facile de passer dans un virage. Et cet article a également été écrit par Mariusz Łowicki pour le site du Monde de la moto. Mais pour simplifier, tu accélères en tournant la poignée des gaz, tu freines en appuyant sur les deux freins. Et le plus important au début, allez sur un terrain ou dans une auto-école où trouvez-vous un terrain et entraînez-vous. Accélération, freinage, accélération, freinage. Autre chose importante, comme pour faire du vélo, vous regardez là où vous voulez aller. Ne regardez pas ce que je fais ici maintenant. Regardez simplement là où vous voulez aller. Grâce à cela, vous portez plus d'attention à ce qui se trouve devant vous. Ne regardez pas juste devant la roue, mais là où vous voulez vous retrouver. Là-bas, je vois un petit caillou et j'y vais. Regardez, ouais, j'ai un peu dévié, mais je regarde tout le temps le caillou. Il est à moi, mais le caillou est passé parce que je regardais le caillou. Le scooter faisait comme ça, mais moi non, le caillou, j'ai accéléré et je l'ai eu. Celui-là, le caillou. C'est pareil avec l'accélérateur, avec les freins, il faut être fluide et décidé pour éviter d'appuyer de façon agressive. Mais je vais vous montrer ce qui se passerait si je freinais uniquement avec le frein arrière. Vous voyez? Ici, il n'y a pas d'ABS sur la roue arrière. Et à cause de cela, l'arrière s'est bloqué. C'est pourquoi il faut sentir les deux freins sur la piste. Apprenez à ressentir comment le faire. Permettez-moi de passer maintenant à la moto, car la façon de manœuvrer le véhicule dans les virages sera la même. Et la moto, je pense que c'est ce qui intéresse le plus de personnes à ce moment. Ah, vous voyez, j'ai encore oublié une chose très importante. Un autre avantage pour le scooter. Il est plus facile de monter et de descendre. Je l'ai vraiment fait avec la grâce d'une demoiselle sur un cheval de bois. Mais sérieusement, si tu n'as pas envie de lever autant la jambe, sur un scooter, tu fais simplement comme ça. Et c'est tout simplement plus confortable, surtout si tu es en jupe. Tu veux aller au travail? Maintenant, ça devient excitant. Devant nous, notre première moto, et c'est vraiment bien. Le plus important, c'est de lever la jambe avec dignité. On peut s'entraîner à ça ou pas. Mon pote se moque de moi, mais par exemple, si j'ai un sol stable, je pose la jambe ici et je monte tout simplement sur la moto. Et mon pote dit que c'est le Moyen-Âge parce que c'est comme à cheval. Salut à Werner, qui de toute façon ne comprend pas parce qu'il ne parle pas notre langue. On relève la moto et comme vous voyez, la béquille est restée ici. Donc, il vaut mieux replier la béquille tout de suite parce que si elle reste sortie, vous allez passer les vitesses, la moto va simplement caler et vous allez vous demander « Oh mon Dieu, il y a quelque chose qui est resté ». Donc, vous montez et vous repliez la béquille tout de suite avec le pied. Encore une fois, calme et détermination. Tout ce que vous allez utiliser ici, c'est-à-dire l'embrayage, le frein avant, le frein arrière. L'accélérateur, tout doit être fluide et décidé. Le plus important, c'est de ne pas manipuler. La moto, vous savez, de façon binaire, appuyez fort, relâchez rapidement, appuyez fort, ouvrir de façon agressive. La vérité, c'est qu'avec l'expérience, vous remarquerez que plus vous roulez en douceur, plus c'est fluide. Vous inclinez le véhicule plus doucement, l'accélérateur est plus doux, le frein aussi, et ainsi la conduite devient plus agréable et plus sûre. Si vous regardez les pilotes de course, les meilleurs, leur conduite est incroyablement fluide. Il y a même, je dirais, beaucoup de grâce dans chacun de leurs gestes. On tourne la clé,
la béquille est repliée, on appuie sur l'embrayage et on démarre la machine. On voit que nous avons le symbole N, mais souvenez-vous, même si vous voyez que la moto est au point mort, car ce symbole indique que la moto est au point mort, ne relâchez pas toujours l'embrayage sans précaution. Parfois, dans chaque moto, quelle que soit la marque, peu importe qu'elle soit chère ou bon marché, il arrive que ce témoin ne s'allume pas ou il peut arriver qu'il vous indique une fausse information, donc vous relâchez toujours l'embrayage. Doucement, car il se pourrait qu'une vitesse soit engagée. Engagée, alors là, vous le sentirez. La moto avance. L'embrayage est déjà en prise. Même avant de commencer à rouler pour la première fois, il vaut la peine, vous savez, dans le garage, même avant ma toute première sortie, appuyez sur ces leviers, sentez comment ils fonctionnent, car chaque levier sur chaque moto ou scooter sera un peu différent. Ils fonctionneront un peu différemment. Et conduire une moto, ce sera un peu comme jouer d'un instrument. Passons aux choses concrètes. Vous êtes à l'arrêt? Souvent, quand je suis à l'arrêt avec le véhicule, je garde automatiquement le pied sur le frein arrière. Ainsi que je sois en montée ou non, le véhicule ne roule ni vers l'avant ni vers l'arrière. C'est une bonne habitude à prendre. Vous vous appuyez sur votre jambe gauche. Bien sûr, lorsque vous vous tenez debout sur les planches, vous pouvez vous appuyer sur vos deux pieds, mais une bonne habitude consiste à s'appuyer sur le pied gauche, le pied droit reposant sur le repose-pied et étant bien calé. Frein arrière. À ce stade, vous le voyez, quoi qu'il arrive, la moto est à l'arrêt. En place. Une fois en mouvement, vous relâchez votre pied droit, appuyez sur l'embrayage, la première vitesse est engagée. Cliquez. Il est entré. Il peut arriver parfois que vous ne souhaitiez pas passer immédiatement à cette vitesse. Les motos sont équipées de boîtes de vitesse séquentielles non synchronisées. Il est donc important de savoir qu'en cas de problème, si la vitesse ne s'enclenche pas, il faut par exemple utiliser l'embrayage pour faire avancer ou reculer légèrement le véhicule. Ce coffre a besoin de retrouver ses dents. Embrayage. Et s'il y a une course. Et à ce stade, vous voyez encore une fois, j'ai changé de position, je le fais déjà automatiquement et nous allons bouger. Encore une fois, regardez droit devant vous, les mains relâchées. Vous maintiendrez en fait la moto avec vos jambes. Et encore une fois, ne faites-vous pas en sorte qu'il y ait beaucoup de gaz et que se passe-t-il ensuite? Non. Au début, essayez vraiment avec très peu de gaz. Un peu de gaz, l'embrayage doucement, doucement. Quand vous sentez qu'il commence à avancer, vous ne relâchez pas encore. D'accord? Parce que c'est exactement ce qui va se passer. Quand il commence à tirer, vous maintenez encore un peu et quand il roule, vous relâchez. En douceur et agréablement, avec peu de gaz. Maintenant, je vais vous montrer comment il ne faut pas faire et ce qui est une erreur fréquente qui se produit quand on est tendu. Donc, vous voyez, on a de nouveau le point mort, on démarre la moto, le contact est mis, j'enclenche la première vitesse, je vais clairement partir, mais je pars et à ce moment-là, il y a trop de gaz, trop d'embrayage. Que se passe-t-il? Je n'ai même pas assez d'influence. Regarde, je peux en avoir encore, surtout pour toi, je prendrai le risque. Si la moto donne un à-coup, vous tomberez en arrière et cette main tirera automatiquement. 3, 2, 1. Rond-point, rond-point, non! L'un appellerait ça une situation dangereuse, un autre un tour de passe-passe. On en parlera aussi. Un jour, je vous ferai une vidéo si vous voulez, si beaucoup de gens regardent cette vidéo, alors un jour, je vous ferai des figures et des démonstrations sur une 125 dans un lieu fermé comme l'autodrome Jastrom. Bon, maintenant, vous savez déjà comment démarrer. Quand vous commencerez à rouler, vous verrez qu'accélérer deviendra très naturel. Il suffit de faire comme ça et vous partez. Et c'est agréable. On garde toujours l'embrayage enfoncé. Mais maintenant, l'étape suivante, c'est le changement de vitesse. La boîte de vitesse n'est pas synchronisée, mais elle est séquentielle, ce qui signifie qu'on pourra changer de vitesse sans embrayage. Nous allons commencer par changer de vitesse avec l'embrayage, puis je vous montrerai comment le faire sans embrayage. Alors, on démarre. Parfait. Rappelez-vous, la première vitesse est toujours assez agressive, donc quand vous sentez les virages arriver, il vaut toujours mieux rouler en deuxième. Vous roulez entre la première et la deuxième, il vaut toujours mieux appuyer sur l'embrayage, passer la vitesse supérieure, relâcher et continuer à rouler. Non, on ne peut pas faire plus simple. Embrayage, vitesse supérieure et vous continuez à rouler. Il vaut la peine, lors du changement de vitesse, d'appuyer sur l'embrayage, de passer la vitesse, puis d'ajouter un peu de gaz, car cela permet d'égaliser automatiquement les tours.
Encore une fois, plus vous conduirez, plus cela deviendra naturel. Salut. Il suffit de faire un petit geste et vous apprendrez à changer les vitesses vraiment très efficacement vers le haut et vers le bas. Vers le bas, ce qui est important. Nous allons bientôt parler du freinage, mais lorsque vous freinez, que vous ralentissez, en fait, souvenez-vous toujours d'embrayer et de rétrograder. Embrayer, rétrograder, relâchez l'embrayage, car une fois que vous êtes à l'arrêt, la boîte de vitesse n'est plus synchronisée. Donc, passer de la 5e au point mort, ce sera un défi, alors qu'en réalité, passer de la 2e au point mort ou de la 1e au point mort sera simple. Que se passera-t-il si vous rétrogradez trop vite? Parce que c'est aussi intéressant. Il faut faire attention à ne pas rétrograder trop vite, car si on rétrograde jusqu'à la 1e, mais c'est inconfortable. C'était vraiment désagréable parce qu'on roulait trop vite pour la 1re vitesse. Le moteur est monté dans les tours et il a commencé à freiner brutalement, ralentissant la roue arrière. C'est pourquoi on rétrograde les vitesses une par une, de la 4e à la 3e, de la 3e à la 2e, pour des rétrogradations agressives en conduite. Sur circuit, peut-être qu'un jour vous y arriverez aussi et je vous en parlerai volontiers. D'accord? On s'est accéléré. Maintenant, on va freiner et ensuite, je vous expliquerai comment changer de direction et comment s'exercer à cela. Le frein, encore une fois, sur les motos, ce sera un peu différent que sur les scooters en ce qui concerne la répartition entre l'avant et l'arrière. Les scooters ont le moteur à l'arrière, donc automatiquement, la roue arrière est assez fortement chargée. Sur les motos, le moteur est au centre et cet arrière, il est plus léger, donc il faut utiliser un peu moins ce frein arrière. Il existe des écoles qui disent, bon, tu sais, qu'on n'utilise pas du tout le frein arrière, mais pour ma part, je pense qu'il vaut mieux apprendre à utiliser les deux freins, car plus tard, même sur de grosses motos ou dans différentes situations, cela peut s'avérer utile. Cependant, la capacité à contrôler le frein arrière aide aussi. Cela ne change pas le fait que le frein avant reste le plus important. Et encore une fois, calme et détermination. Ce que je recommande, c'est d'appuyer d'abord doucement sur le frein, doucement. Ensuite, appuyer plus fort pour éviter ce premier à-coup. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai appris il y a longtemps déjà que si l'on appuie doucement au début, la moto s'enfonce doucement dans la suspension, puis on peut serrer plus fort. Le frein, ce qui permet à la suspension, au pneu avant, d'être bien plaqué au sol, en réalité, cela peut durer des millisecondes, cette pression initiale, puis l'appui, mais l'important est d'apprendre ce mouvement, d'appuyer légèrement, léger puis fort et non pas tout de suite de toutes ses forces. Je vais vous montrer tout de suite. D'abord, je vais freiner comme je le ferai moi-même, puis ensuite, comme à mon avis, ce n'est pas très bien fait, je vais prendre de la vitesse, chaque fois j'accélère, puis c'est puis je vais freiner. Mais c'est passé. Je ne sais pas si ça se voyait, mais c'était vraiment le cas. Au début, oui, la moto a plongé et je l'ai bien appuyée. Et maintenant, voyons ce qui se passe si je suis, disons, agressif dès le début. Eh bien, écoutez, les motos d'aujourd'hui sont tellement performantes qu'on ne voit pas trop de drames, mais croyez-moi, c'est une bien meilleure technique. On a pu voir l'ABS s'activer. La première fois que je l'ai fait, bien, je n'ai pas senti que l'ABS intervenait aussi fortement. La deuxième fois, l'ABS s'est déclenché assez fort tout de suite. Et c'est une bonne chose. N'oubliez pas que vous êtes dans une situation tellement confortable que la plupart des motos sont justement équipées de l'ABS. Quand il se passe une situation d'urgence, vous serrez simplement ce levier de toutes vos forces. Bien sûr, il peut arriver que la moto devienne instable. Il faudra alors corriger cela, mais c'est justement à cela que servent les endroits dédiés à ce type d'entraînement. C'est-à-dire l'autodrome Jastrzęb et bien d'autres en Pologne. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a de mieux pour s'entraîner à gérer ce genre de situation d'urgence. Vous pouvez aussi vous entraîner sur n'importe quel terrain en plaçant des cônes ou simplement un repère et freiner brusquement plusieurs fois pour simuler une urgence. Qu'est-ce qui est important? Je vais le refaire encore une fois à une vitesse plus élevée. Je vais freiner de toutes mes forces, tout simplement en urgence. Vous verrez que la moto va un peu se déplacer. Et maintenant, c'est important. Il faut laisser la machine travailler. C'est pourquoi tout le monde dit toujours de regarder loin devant et de ne pas avoir les bras raides comme du béton. Parce que si les bras sont raides, la moto ne pourra pas trouver son adhérence. Et elle sera encore plus instable, elle luttera contre eux. Si vous le laissez travailler, il trouvera sa trajectoire là où il y a le plus d'adhérence et il va simplement s'y accrocher. Mais il va y avoir un freinage d'urgence. Maintenant.
J'ai freiné. Ça freine vraiment bien. Donc encore une fois, à nouveau, l'important, c'est d'être fluide. Et si quelque chose d'imprévu arrive, il faut serrer de toutes ses forces. Rappelez-vous, toutes les motos n'ont pas d'ABS à l'avant. Parfois, il y a ce CBS dont j'ai parlé. Toutes les motos n'ont pas d'ABS à l'arrière, car celle-ci, par exemple, n'en a pas. Fondez-vous sur le frein avant. Et quand vous roulez, apprenez aussi à freiner doucement avec le frein arrière. Mais c'est une connaissance un peu secrète. Vous allez vous entraîner pendant que vous roulez et en fait, lors des exercices que je vais vous montrer dans un instant. N'oubliez pas que si vous n'avez pas d'ABS, mais un CBS ou simplement un système de freinage traditionnel parce que la moto est d'occasion, alors le freinage d'urgence sera un peu plus difficile à maîtriser. Il faudra probablement apprendre à ressentir la pression à l'avant si elle se manifeste. C'est pourquoi je recommanderais d'autant plus ici de faire quelques exercices de freinage plus appuyés. Et faites attention, lorsque vous freinez, à ne pas le faire, par exemple sur du sable ou sur les lignes blanches, mais j'en parlerai dans la prochaine série, quand nous roulerons déjà en ville et j'expliquerai comment faire. Et comment se comporter à moto, aussi bien en ville qu'en dehors de la ville. Rappelez-vous, avec l'ABS, freinez à fond. Sans ABS, il faut simplement apprendre à le ressentir soi-même. Passons à la conduite, c'est-à-dire au changement de direction. Encore une fois, on tient la moto principalement avec les jambes, les mains restent détendues. Et maintenant, attention, ils vont bientôt parler du contre-braquage, qui semble être une sorte de magie noire, mais ensuite cela devient très naturel, il n'y a pas de raison de stresser. Le mieux est tout simplement de commencer par faire des 8, comme à l'auto-école. Le 8 est le meilleur exercice, utilisé même par les pilotes les plus rapides du monde. Ils s'entraînent tout le temps, à faire ces 8, jeter la moto à droite, à gauche, ressentir l'adhérence, et dans votre cas, comprendre comment la moto réagit à l'accélérateur. Encore une fois, je vous propose, vous n'êtes pas à un examen, je vous suggère de trouver un endroit suffisamment grand pour, par exemple, le faire en deuxième, voire en troisième vitesse. Tout dépend du type de moto que vous avez, si elle est agressive ou non. En deuxième, c'est toujours plus doux, même si tu as trop de vitesse. Je le fais avec un seul objectif. Cela semble simple, parce que oui, vous tournez le guidon et vous avancez. Et c'est comme ça à basse vitesse, jusqu'à 30 km/h. À l'heure, vous tournez le guidon et vous accélérez. Et c'est déjà la règle de base. Dans la conduite à moto, plus la moto s'incline, plus il faut accélérer. Vous devez en ajouter, tout simplement. Si vous l'inclinez en coupant les gaz, je peux continuer à m'incliner, mais si vous accélérez, la moto se redresse. Et c'est vraiment très agréable. C'est peut-être l'une des choses les plus plaisantes quand il s'agit de conduire une moto. Cela semble difficile, mais en réalité, cela vient ensuite avec un plaisir total de manière très naturelle. Donc, trouver un terrain, le mieux c'est de placer des cônes que je n'ai pas sous la main, mais je peux l'imaginer. Et vous roulez en essayant d'être de plus en plus fluide entre ces cônes. Au début, ce sera lent et un peu maladroit, mais ensuite vous remarquerez que plus vous ferez de ces 8, mieux ce sera. Sur notre chaîne YouTube, Camille Crémienne explique en détail sur le terrain quels exercices vous pouvez faire avec des cônes, car comme vous le voyez, je regarde tout le temps mon cône imaginaire et maintenant je regarde la sortie, tandis que la moto avance toute seule sous moi. Ce n'est pas que je sois un pilote exceptionnellement doué. Tout motard expérimenté pourra le faire, il suffit simplement de s'entraîner. Tu n'y penses même pas. Tu mets un peu plus de gaz pour le sortir de ce virage. Tu le laisses plonger et tu remets les gaz pour repartir. C'est vraiment agréable. Je recommande. Maintenant, je vais prendre un peu de vitesse et vous montrer de quoi il s'agit avec tout ce fameux contre-braquage magique. Attention, je roule tranquillement à 20 km/h, d'accord? Vous voyez, le guidon tourne encore tout seul. Maintenant, j'entre dans le contre-braquage et attention, je ne savais même pas que je le faisais. Pendant des années, j'ai utilisé le contre-braquage automatiquement. L'idée, c'est que tu roules à moto à une certaine vitesse, tu pousses le guidon de ce côté et tu tournes de l'autre côté. C'est drôle. Je pousse le guidon ici, mais je tourne là-bas. Pourquoi le guidon est-il à gauche et la moto à droite? Pouvez-vous lire ceci vous-même dans le monde? Moto, c'est quoi ce contre-braquage? Ça marche tout simplement comme ça. Et maintenant, attention. Ce retournement de situation se produira naturellement. Ce n'est pas comme si je tournais un coin, je dois tendre la main. Non, croyez-moi, quand vous commencerez à rouler, vous sentirez de quoi il s'agit, mais il faut aussi comprendre ce que fait ce contre-braquage. Ce que c'est tout simplement, c'est vraiment un mouvement naturel que l'on effectue. Rouler en inclinaison avec une moto, c'est encore autre chose.
cela doit avant tout être fluide. Vous roulez sans à-coups, sans le jeter brusquement, mais vous avancez, vous regardez loin devant vous, les mains détendues, vous l'inclinez davantage et vous accélérez. L'essentiel en moto, c'est de ressentir l'adhérence et de gagner en confiance avec cette génération. Au début, vous roulerez lentement. Roulez doucement, inclinez légèrement ces motos. N'oubliez pas que l'asphalte peut être sale. Et ainsi de suite, je vous en parlerai dans le prochain épisode. Pourquoi ai-je déjà dit plus tôt qu'il vaut la peine de penser au frein arrière? Parce que, par exemple, vous êtes dans un virage et, par exemple, oh, comme c'est beau, la moto a encore tourné un peu plus. Quand j'ai appuyé sur le frein arrière, ce n'est pas une technique indispensable, mais une fois que vous commencerez à rouler sur votre première moto et que vous utiliserez ce frein arrière lors des freinages, vous apprendrez à contrôler ce frein arrière avec le pied. Il doit être utilisé avec beaucoup de délicatesse. Et plus tard, quand vous roulerez sur des machines plus grosses ou à des vitesses plus élevées, même avec une 125, parce que les 125 ne sont pas du tout des motos lentes une fois lancées. Vous pourrez alors parfaitement contrôler votre trajectoire. C'est un niveau de conduite un peu plus avancé, mais il est déjà bon de savoir que le frein arrière n'est pas inutile. Il a son utilité. Philippe, je suis en train de rouler, tout seul à moto sur la route. On regarde un peu ça. C'est pourquoi il vaut mieux avoir un casque ouvert. La sensation d'adhérence. Écoutez, c'est comme ça, l'un en aura plus, l'autre en aura moins, ou l'une en aura moins et l'autre en aura plus. Cette sensation d'adhérence. C'est quelque chose, c'est comme un ressenti, on ne peut pas vraiment le décrire précisément. Tu sens simplement jusqu'où tu peux aller dans un virage donné. Plus vous roulez longtemps, plus cette sensation viendra naturellement. Et encore une fois, si vous allez à des formations, que ce soit sur circuit ou sur un terrain, cette sensation, elle viendra à vous. Encore une chose très, très importante. Vous devez vous rappeler qu'on peut freiner très fort avec une moto quand elle est droite, mais dans un virage, il faut être plus prudent. Les motos de plus de 125 cm3 sont souvent déjà équipées de l'ABS de virage, où l'ABS fonctionne de manière adaptée. Quand le véhicule est incliné, maintenant, je ne vais même pas prendre de risque et je ne vais pas freiner fort de l'avant parce que, vous voyez, nous sommes dans cette position, l'adhérence est moindre, la force agit sur le véhicule dans cette direction et il est facile que la roue glisse. C'est pourquoi vous devez vous rappeler que si vous vous trouvez dans une situation où vous devez freiner, vous pouvez freiner en étant incliné, mais il faut le faire avec encore plus de finesse. S'il s'agit d'une situation d'urgence, il faut simplement regarder non pas là où vous risquez de percuter, mais là où vous pouvez vous échapper. Et croyez-moi, après l'entraînement, vous verrez « Oh mon Dieu, oh j'ai freiné, oh je suis arrêté ». Donc, dans cette inclinaison, il faut à nouveau agir délicatement et trouver un endroit où vous pouvez redresser la moto et freiner, ou simplement éviter l'obstacle. Encore une fois, il vaut la peine de s'entraîner à freiner dans les virages et dans ces positions inclinées. Ce frein doit être encore mieux ressenti par vous. Et ici, peu importe que vous ayez l'ABS ou non. Je suis un André très satisfait, Moss. Je ne m'attendais pas à ce que ce contenu me procure autant de plaisir. J'espère qu'il vous permettra aussi d'entrer agréablement dans le monde de la moto. N'oubliez pas, si vous ne vous sentez pas à l'aise, allez à l'école de conduite. Les motos et les scooters sont vraiment faits pour tout le monde. Chacun peut s'en sortir. Certains ont simplement besoin de plus de temps. Si vous êtes à l'aise avec les vélos, les deux roues, peu importe lesquels, et que vous êtes habile de vos mains pour tout combiner, alors allez-y, montez sur une moto, trouvez-vous un bon terrain et entraînez-vous. Vous trouverez les éléments sur notre chaîne YouTube et sur le site de Schwiat, des conseils pour les motos, comment s'entraîner à la conduite moto. Et dans le prochain épisode, je vous montrerai à quoi faire attention en ville et en dehors de la ville. Et surtout, n'ayez pas peur des chutes. Une ou deux finiront sûrement par arriver un jour. N'oubliez pas de ne pas sauver la moto à tout prix. Regardez, cette machine est un modèle d'essai. Elle a déjà eu une mésaventure. C'est pour ça que les motos existent. Elles ont différentes protections pour qu'on puisse parfois les poser accidentellement. On peut se faire mal en essayant de sauver la machine à tout prix. Si quelque chose se passe, posons-la simplement pendant cet entraînement et c'est tout. Il vaut mieux remplacer un levier que de devoir remplacer son gros orteil, par exemple.